par bien, je passe peut-être 10-15 minutes maximum par mois, ce qui est assez cool quand je vois beaucoup d'amis qui ont beaucoup de soucis avec leurs biens. Si par contre, tu choisis juste dans tes revenus générés par la SCI à l'IS de les imposer avec l'imposition obligatoire à l'impôt sur les sociétés entre 15 et 25%, mais que tu ne retires pas les dividendes, tu n'as pas la deuxième imposition à 30% et que juste après la première imposition, tu laisses l'argent dans la société et que tu le réinvestis, que tu fais des travaux ou d'autres choses avec, tu seras au final assez peu imposé. À chaque fois, l'impôt sur le revenu, c'est une imposition qu'on appelle transparente parce que du coup, les détenteurs de la société sont imposés directement sur le revenu personnel comme s'ils détenaient le bien en nom propre. Donc, votre bien est détenu par une société, mais les revenus qui sont générés par la société sont imposés sur vos revenus à vous en nom propre comme s'il n'y avait pas de société. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le problème quand on s'engage dans des échanges sur la fiscalité ou sur des forums ou sur des groupes Facebook ou autres, c'est qu'on se trouve souvent coincé entre les « il faut qu'on » ou « ça dépend ». Le genre de phrase qui t'indique que tu trouveras sûrement pas en fait une information qui sera actionnable directement par toi, du moins en l'état. Pour sortir de cet état et t'aider à y voir plus clair dans les régimes fiscaux, dans l'investissement locatif, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Vu sur le podcast cette semaine. Daniel est chirurgien dentiste, entrepreneur et investisseur immobilier. Il a surtout répertorié de façon méthodique et rigoureuse tous les aspects liés à l'investissement locatif dans un livre best-seller qui s'appelle « Comment investir en immobilier locatif » qu'il met à jour régulièrement. Au cours de la conversation, on passera en revue les différents régimes fiscaux disponibles dans l'investissement locatif. On parlera notamment des conséquences du passage du LMNP au LMNP, des choix entre micro-BIC et BIC au réel, des raisons et des manières d'investir en société et les conséquences d'une vente prématurée d'un bien qui a du déficit foncier. Un épisode plutôt orienté débutant donc dans l'immobilier, dans lequel on revoit les bases de la fiscalité de locatif. Si tu démarres dans l'immobilier ou que tu souhaites revisiter ces connaissances en la matière, tu devrais trouver quelque chose à prendre dans cet épisode. Avant de démarrer, je voulais remercier les soutiens du podcast reçus cette semaine, ces avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify qui font la différence pour la visibilité de ce podcast et de ce projet. Il y a 2 avis Apple Podcast éloquents cette semaine. Thierry qui écrit qu'il découvre chaque épisode comme un nouveau questionnement. Et Anto Lenormand qui écrit qu'après avoir écouté le podcast par hasard il y a 6 mois, il se retrouve aujourd'hui propriétaire d'un premier bien, un studio acheté en juillet. Donc bravo à toi Anthony et merci à tous les deux pour ces messages qui donnent vraiment beaucoup la pêche, on va dire, et qui me donnent beaucoup d'espoir pour la suite. J'ai reçu aussi des commentaires suite à ma suggestion de réaliser quelques épisodes en anglais. C'était Max et Michel qui m'en faisaient part. Pas de panique les amis, de toute façon, les épisodes seront, si c'est le cas, ils seront au moins au minima en fait sous-titrés en français. Et puis vu la rapidité avec laquelle l'IA progresse dans ce domaine, je pense qu'on se retrouvera assez facilement avec du doublage quasi instantané en français. Donc même si c'est effectivement le cas, vous inquiétez pas, vous pourrez suivre tous les épisodes quand même. Allez, sur ce, on creuse sur les régimes fiscaux dans l'investissement locatif avec Daniel. C'est parti. Salut Daniel, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là, Daniel, pour une session, j'espère, pas trop casse-gueule, parce que le sujet l'est un peu, sur tout ce qui est question fiscale, question de régime fiscaux, statut, etc., dans l'immobilier. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peut-être ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Daniel Vu et je suis dans l'immobilier l'auteur du livre best-seller « Comment investir en immobilier locatif ». C'est un livre qui est assez épais et qui couvre pas mal de domaines en fait pour l'investissement locatif, aussi bien pour les investisseurs débutants que les investisseurs un peu plus confirmés. Et toi, ton parcours, en fait, déjà académique, professionnel et lié à l'immobilier, comment ça s'est articulé en fait ? Alors, à l'origine, pas du tout. L'immobilier, c'est une de mes nombreuses activités, mais à côté de ça, initialement, je suis chirurgien dentiste. Donc, je continue à exercer en tant que chirurgien dentiste. Je travaille à peu près la moitié de la semaine en tant que chirurgien dentiste. Et à partir du confinement, du coup,
à l'origine, j'accompagnais uniquement des amis et des proches dans l'investissement immobilier. Et à partir du confinement, j'ai rédigé ce livre qui a eu beaucoup de succès. Il est devenu numéro 1 des ventes. Et là, des personnes sont venues me voir pour me demander de les accompagner dans l'investissement immobilier, de faire des conférences, des podcasts. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un peu plus de visibilité dans ce domaine et du coup à apporter mon aide à d'autres investisseurs immobiliers parce que c'est un domaine qui me passionne. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités. Je suis photographe, vidéaste. J'ai monté une maison d'édition avec laquelle j'aide d'autres auteurs à publier leurs livres parce que je trouve que c'est une expérience qui est absolument extraordinaire que de publier un livre. Là, on est en train de publier un autre livre sur la façon dont on peut écrire et publier des livres avec succès. Et sinon, je fais aussi partie du Conseil franco-britannique, qui est un organisme diplomatique qui tend à améliorer les relations entre la France et le Royaume-Uni. Sur cette dernière, là, je suis curieux sur cette dernière activité. Ouais. Elle est née d'où toi, quel est ton rapport, toi, avec le Royaume-Uni ou la diplomatie? Comment t'en arrives là? Ah, elle est née tout à fait par hasard parce que pour raconter un petit peu, c'est quelqu'un qui est devenu un proche. Donc c'est un ami que j'avais rencontré au cours d'un week-end d'intégration. Donc c'est assez hasardeux. Il se trouve que sur place, on discute un petit peu de nos activités respectives. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le Conseil franco-britannique, dans cette branche du Conseil franco-britannique, ils recherchent ce qu'on appelle des young leaders. Et donc, c'est des personnalités qui sont éminentes dans plein de domaines différents. Il y a aussi bien des personnes qui viennent du monde politique. Donc, on a des maires, des ministres, des personnes qui sont vraiment dedans, que des personnes qui sont un petit peu extérieures à ce domaine-là. Donc, on a des personnes qui sont dans l'économie, des PDG de grandes boîtes, on a des chefs d'orchestre, on a des personnes qui sont dans l'armée. C'est vraiment très varié. Et le but du Conseil franco-britannique, c'est de rechercher ce type de profil en tant que young leaders pour plus tard avoir une expertise dans différents domaines et pouvoir créer des liens dans plein de domaines différents entre les différents pays. Et c'est très enrichissant et très intéressant. Ouais, tu as été remarqué parce que tu as créé assez rapidement tôt, parce que tu es assez jeune hein, encore, C'est ça. des sociétés dont tu disais, enfin, dont tu parlais un peu. Et c'était avant aussi, enfin, l'écriture du livre t'a permis de te distinguer aussi de cette manière ou ça. Oui, je pense que l'écriture du livre a pas mal aidé aussi, oui. Oui, Donc encore un bon point, un atout, le fait d'écrire un livre, c'est en termes de crédibilité, c'est c'est important. génial. Ça change de vie. C'est clair. Et, bon, et ta carrière donc de chirurgien dentiste, ça, pour toi, enfin, c'est ce que tu voulais faire depuis le début avec tes études et tu te vois continuer là-dedans, quoi. Ça Oui, reste. tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans l'immobilier pour quitter leur métier en se disant bah, si je peux faire autre chose, c'est bien, si je peux quitter mon métier. Moi, j'adore le métier de chirurgien dentiste et je pense que c'est quelque chose que je ferai toute ma vie. Donc, le but, c'était de varier mon activité, de la diversifier un petit peu. Mais sinon, le chirurgien dentiste, j'adore et je pense que je ferai ça toute ma vie. Ouais. J'ai fait un peu d'enseignement aussi en tant que chirurgien dentiste. Là, j'ai arrêté cette année parce que ça me faisait beaucoup d'activités, donc je ne travaille plus qu'en cabinet. Mais c'est quelque chose que j'adore. Et l'idée de l'immobilier là-dedans, c'était juste donc dans l'idée de te construire un patrimoine à terme pour ta retraite, ou est-ce que déjà la stratégie justement dans l'immobilier par rapport à ça? Alors, ma stratégie, c'est une stratégie qui est pas celle qui est adoptée effectivement par tous les investisseurs immobiliers, parce que je rencontre beaucoup dans mes cercles proches. J'ai beaucoup d'amis dont le but, c'est de quitter leur métier pour vivre de l'immobilier. Et dans ce cas-là, eux, effectivement, ils font de l'immobilier à très haut rendement, mais c'est aussi l'immobilier qui est en général assez chronophage et assez générateur de stress. Je pratique un immobilier qui est beaucoup plus passif, avec des choses dans lesquelles je passe pas beaucoup de temps à gérer, qui sont un petit peu moins rentables, ce qui fait que l'immobilier, là, mon but, c'est pas d'être rentier, d'en vivre immédiatement, mais effectivement, plus tard, si ça peut me faire une retraite, voire une pré-retraite, si je peux plus tard, le but, c'est pas d'arrêter de travailler, mais d'être dans un état d'esprit un peu sain, de se dire que je peux arrêter de travailler, même si je ne le fais pas, et que malgré tout, j'ai des revenus qui continuent à entrer et que je peux subvenir à mes besoins, éventuellement ceux de ma famille. C'est quelque chose qui est très rassurant. Donc oui, c'est pas forcément dans le but de pouvoir s'arrêter, mais que si jamais il y a un accident de parcours, un accident dans la vie, je puisse m'arrêter sans avoir de soucis financiers. Ouais. Et tu peux retracer un petit peu brièvement enfin, ton parc immobilier et comment il s'est constitué, et ce que tu as aujourd'hui en portefeuille en fait. Bien sûr. Alors, j'ai commencé à investir vers les 21, 22 ans. Donc là, j'en ai 29.
j'ai commencé à investir. Le premier bien que j'ai acheté, c'est un bien qui était pas du tout dans le but de générer des revenus. C'était un bien dans lequel je me voyais vivre plus tard. Et donc, c'est un bien que j'ai acheté dans la ville où j'habitais déjà avec ma famille. Euh, et c'est un bien qui était assez peu optimisé. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de pas tomber dans plein d'écueils, mais j'étais pas forcément bien formé pour l'investissement immobilier. Et c'est par la suite que j'ai commencé à plus me former. Donc, je suis rentré dans des cercles d'investisseurs immobiliers, dont celui de Paris. Il y a le cercle des investisseurs immobiliers de Paris qui réunit des milliers d'investisseurs immobiliers. Je les ai vus toutes les semaines pendant quelques années. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons d'investir qui étaient plus optimisées et qui permettaient de générer plus de revenus, d'être moins imposé, ou en tout cas d'avoir une fiscalité plus adéquate par rapport à ce que je souhaitais faire. Et c'est là que j'ai commencé à faire de l'immobilier un peu plus intelligemment. Donc après, j'ai acheté d'autres biens et globalement, j'ai toujours acheté un ou deux biens par an, toujours en région parisienne. Donc mon but à moi, c'était de pouvoir gérer tout moi-même, dans un périmètre pas trop éloigné de chez moi, en me disant, j'achète une petite dizaine, une petite vingtaine de biens. Et puis plus tard, effectivement, quand j'aurai un parc immobilier un peu plus conséquent, si jamais ça arrive plus tard, on verra en fonction de mes activités. À ce moment-là, si je peux plus le gérer moi-même, je devrais le confier à quelqu'un. Mais le fait d'avoir géré tout ça moi-même, j'aurai une expérience de gestion et donc je saurai quoi attendre de la personne à qui je confierai ça. Je saurai quelle valeur ça a et je saurai la façon dont je veux que ça soit géré, sans le déléguer, sans avoir aucune connaissance. Ambitieux. Merci. Mais très bien, très bien. Question par rapport à ça? Combien de lots actuellement tu as du coup, hein, depuis les 9 ans que tu as commencé à investir? Enfin, 8 ans? Là, ça fait à peu près ça dépend, il y en a des petits, des gros. On approche à peu près le million en, en crédit, ouais. Millions de crédits et combien de lots Patrimoine. En lot, ça doit faire à peu près 7 lots, quelque chose comme ça. Après, il y a des tout petits et puis après, il y a une grosse colocation. Donc, D'accord. c'est assez variable. J'ai commencé en fait sur des petits appartements en fait. Et puis après, là, je suis sur des choses un peu plus conséquentes, qui sont aussi très, très sympathiques à faire. Et alors les limitations, quand on enchaîne comme ça, elles peuvent être de plusieurs ordres. En fait, ça peut être déjà par rapport au financement. Comment toi tu l'as approché, ce plafond de verre que tu as peut-être vu venir là-dessus sur la capacité de continuer à prendre de la dette. Et puis l'autre plafond, par rapport à la gestion aussi, comment ces deux contraintes, tu as réussi à les dompter? Alors, le plafond de verre du crédit, il y a eu plusieurs façons de le dompter. La première façon, ça a été d'avoir des bons interlocuteurs en face. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des banquiers et des courtiers qui ont su amener correctement mes projets, et d'avoir des contacts, notamment avec des directeurs de banque qui étaient particulièrement sympathiques, qui comprenaient ce que je voulais leur présenter, mes objectifs, etc. Et qui avaient certains pouvoirs de délégation qui leur permettaient, eux, de valider des dossiers qui, ailleurs, n'auraient pas pu être validés. Il arrive que dans certaines banques, dans la même enseigne, je présente à deux banques différentes le dossier. Il y a un directeur de banque qui me dit non, c'est pas possible par rapport à vos revenus, au taux d'endettement, etc. Et l'autre directeur qui me dit bon voilà, j'ai un pouvoir de délégation qui me permet même moi de valider le dossier. J'ai une certaine confiance dans votre projet. On a une bonne entente. On va pouvoir faire passer le projet et je vais pouvoir moi le valider de mon côté. Donc j'ai eu les bons interlocuteurs et ça je les remercie. Et de l'autre côté, pour rassurer ces interlocuteurs, il faut avoir les connaissances nécessaires, savoir ce qu'on fait. Il faut leur montrer que les projets précédents ont bien fonctionné et il faut aussi que les revenus suivent parce qu'il faut avoir un certain revenu, une bonne gestion de son épargne. Et donc, le but, c'était aussi de les rassurer avec un bon scoring bancaire, de leur dire, voilà, j'ai un revenu qui est régulier, qui est assuré. J'ai la possibilité de créer plus de revenus parce que je travaille que la moitié de la semaine en tant que dentiste, donc je peux augmenter ma charge de travail si jamais il y a besoin. Et en plus de ça, je leur montrais que je savais bien gérer mon épargne et donc qu'ils pouvaient être rassurés par rapport à ça, quoi. Il n'y a pas eu d'autre chose que vraiment la relation et la présentation de ton dossier. Il n'y a pas des avantages, on va dire, unfair advantage sur la partie, voilà, le fait que tu sois chez un dentiste. Mis à part effectivement le niveau de revenu, mais dans les statuts ou autres, il n'y a pas eu voilà, c'était juste le bon interlocuteur comme tu dis, quoi.
Je suis le bon interlocuteur. Effectivement, il n'y a pas eu besoin d'autre chose. Le fait de bien présenter ces dossiers, c'est aussi un gros plus parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de banquiers qui reçoivent des demandes de crédit immobilier et les dossiers sont pas organisés. Et le simple fait de leur apporter un dossier bien organisé avec tous les éléments dont ils ont besoin, parce qu'au final, à force d'acheter quelques biens, on se rend compte que c'est toujours les mêmes documents, toujours présentés de la même façon. De leur faire un dossier, ils n'ont même pas besoin de nous demander. On vient à la banque avec le dossier, on leur dit si vous pouvez donner ça au directeur de banque. Il a ça sur son bureau. 90% des banquiers me disent c'est extraordinaire, ça nous facilite la tâche, c'est génial. Donc déjà, on sort un petit peu du lot. Et après, le fait de savoir ce qu'on fait, ça les rassure. Et pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu à utiliser des stratégies un petit peu ambiguës ou un petit peu bizarres, comme font malheureusement beaucoup de personnes parce qu'elles sont parfois contraintes de faire des doublettes ou des triplettes un petit peu légales. Donc pour l'instant, je suis carrément dans les clous et j'en suis assez rassuré. Ouais, sans aller jusque-là non plus, des doublettes, mais tu vas passer en société tout simplement ou t'associer, ça peut être une manière aussi, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas eu besoin. Je pense que plus tard, j'en aurai besoin, notamment parce qu'on me propose pas mal de plus gros projets où là, effectivement, on aura probablement besoin, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin. Mais oui, c'est certain qu'à un moment, ça arrivera, ouais. Et tous ces projets, donc, ils s'autofinancent, je comprends bien, c'est pas du cash flow, mais ça s'autofinance et ça amortit du crédit et ça te permet de créer du patrimoine, c'est ça le profit. C'est ça. On va dire que les petits biens, eux, juste s'autofinancent, ils ne dégagent pas un gros cash flow. Par bien, ça doit être entre 100 et 300 euros de cash flow, ce qui est bien, mais on n'en vit pas. Clairement, ça permet de parer aux imprévus, aux choses comme ça, donc on le met de côté. Les biens un peu plus importants, là, en colocation, ça génère plus de cash flow, mais par rapport au niveau de vie que j'ai et par rapport à ce que j'aimerais avoir plus tard, mon but, c'est pas d'être entier et d'en vivre. C'est vraiment une activité qui est annexe pour préparer plus tard un bel avenir, parce que ça m'amuse aussi l'immobilier, mais le but n'est clairement pas d'en vivre, du moins pour l'instant. Ce qui est quand même déjà super d'avoir du cash flow, même de 300 euros, comme tu dis, que tu vas affecter aux réparations et autres, mais en région parisienne, c'est top, quoi. C'est quand même cool. Sans avoir de gestion en plus, parce que par bien, je passe peut-être 10-15 minutes maximum par mois, ce qui est assez cool quand je vois beaucoup d'amis qui ont beaucoup de soucis avec leurs biens. Et ma priorité, c'était de me dire, voilà, je veux pas que ça me mange sur mon temps d'autres activités annexes, parce que j'en ai beaucoup. Je veux quelque chose le plus passif possible. Et j'ai des locataires avec qui je m'entends très bien, donc j'ai aucune nouvelle. Et je leur dis, moi, j'ai de nouvelles de vous, mieux c'est. Plus vous restez longtemps dans mes biens, mieux c'est. Donc, j'en suis ravi. T'arrives à t'en tirer de cette manière aussi sur la coloc? Sur la coloc, j'ai eu beaucoup de chance. Pour l'instant, tout se passe très très bien. Je veux croiser les doigts pour que ça continue, mais c'est merveilleux pour l'instant. Ouais, remarque, cette lot, c'est vrai que c'est encore à peu près gérable. Je pense que si tu veux scaler là, il faudra penser à déléguer, je pense. Après, il faudra clairement déléguer, oui. Ok. Non, cool. Bah écoute, on s'est un peu éloigné du sujet de base. Mais je pensais que c'était intéressant d'avoir un peu ton background aussi pour voir de quelle perspective, à quel point de vue tu parles du sujet qu'on va mentionner. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait au tout début, l'écriture du livre pour aider les investisseurs à qui tu échangeais régulièrement. Et j'ai l'impression que un peu le point, on va dire, de référence dans l'objectif que tu t'es donné avec le livre, vraiment, c'est de rendre les choses vraiment le plus pratique possible pour les gens qui peut-être n'ont jamais entendu parler ou ont peur de certains cycles ou notions qui paraissent compliquées et de simplifier un maximum les choses. C'est un peu ça, non? C'est ça. Le but, c'était de vulgariser le plus possible tout en étant assez approfondi dans les notions. Mais effectivement, il y a beaucoup de notions que je vulgarise beaucoup. Donc, il y a des choses un peu techniques que j'explique d'une façon assez simple. Et le fait d'avoir voulu aller un peu plus en profondeur dans les choses, du coup, le livre fait plus de 500 pages, donc c'est assez gros. Mais ça reste assez clair. Et mon but, c'était aussi de pas imposer ma façon de faire de l'immobilier, parce que je sais que ça correspond pas à tous les profils. Il y en a qui préfèrent faire beaucoup moins et d'autres beaucoup plus. Et donc, le but, c'était de réussir à être assez objectif en présentant, en tout cas, un maximum d'options possibles en immobilier pour que la personne, après, puisse choisir l'option qu'elle privilégie. Bah écoute, je vais avoir besoin de toute ta pédagogie pour ces sujets-là. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse peut-être dans un premier temps un point de vue d'ensemble, justement, essayer de tout ce qu'il peut y avoir en termes de régimes fiscaux, de statut, autour de l'exploitation de l'immobilier locatif. Hein. On ne va pas parler d'achat-revente forcément.
sur l'immobilier locatif, si tu devais donner vraiment une vue d'ensemble globale de ces régimes fiscaux et statuts, quels sont-ils? Ok. Alors, si je devais donner une vision globale de tout ce qui est la fiscalité en termes d'immobilier locatif, je distinguerais déjà deux parties, tout ce qui est immobilier en nom propre et tout ce qui est l'immobilier en société. Tout ce qui est en nom propre, c'est ce que vous détenez sans créer de société. Ça peut être des exploitations éventuellement ambiguës, ce qu'on appelle en entrepreneur individuel, donc tout ce qui est les revenus bénéfices industriels ou commerciaux, ou alors les revenus fonciers. Et de l'autre côté, on a toutes les sociétés, donc SCI, SAS, SARL. C'est vraiment très, très séparé. Si on part déjà dans tout ce qui est le nom propre, en nom propre, on a la location nue et la location meublée. Et en fait, ces deux locations vont avoir deux impositions complètement différentes. Et donc, dès le choix du contrat de bail qu'on signe avec le locataire, ou alors qu'on achète des biens déjà loués, ça va nous affecter un régime fiscal qui sera complètement différent que le bien soit nu ou meublé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Il faut réfléchir à sa fiscalité dès la mise en location du bien, voire dès l'achat du bien, si jamais on achète un bien qui est vendu loué. Tout ce qui est loué en nu, ça va créer des revenus qui sont fonciers, et toutes les locations en meublé, ça va créer des revenus en bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'on appelle des BIC. Tout ça, on est encore dans le nom propre. On ne parle pas encore de la société, mais donc on a le nu en foncier et le BIC qui est en location meublée. Et après, dans chaque catégorie fiscale, en revenu foncier comme en revenu BIC, on a des régimes, des sous-régimes qui sont les régimes micro-fonciers qui s'opposent au régime foncier réel. Donc ça fait partie de tout ce qui est en nu. Et tout ce qui est BIC, on a la même chose, on a le micro-BIC et le BIC réel. Tout ce qui est micro, c'est des régimes qui sont au forfait. Donc vous allez bénéficier d'un abattement qui est de 30% lorsque on est revenu foncier pour les micro-fonciers et de 50% pour les revenus en micro-BIC. Et après, on a tout ce qui est au réel, où là, c'est pas un abattement, mais on va déduire des charges, voire des amortissements en revenus BIC réels. Et là, c'est vraiment ce que vous laissez sortir de votre poche, en fait, toutes les dépenses que vous allez faire pour les taxes foncières, les meubles, les charges de copropriété, les intérêts d'emprunt, etc., qui vont pouvoir être déduits de votre imposition pour payer moins d'impôts. Donc vraiment, voilà, d'un côté le foncier, de l'autre côté le BIC, et après, dans chaque chose, BIC et foncier, des sous-régimes qui sont le régime micro et le régime réel. Et donc, au final, en nom propre, ça nous fait 4 régimes, le micro-foncier et le foncier réel. Ensuite, on a le micro-BIC et le BIC réel. Sachant que opter pour le micro BIC, enfin, ou le micro-foncier, entre le micro-foncier et le foncier réel, ou le micro BIC et le BIC réel, dans les deux cas, en fait, la différence, c'est un palier de revenus qu'on génère avec son exploitation. C'est-à-dire que si on est en dessous d'un certain niveau, on est par défaut affecté à tout ce qui est micro. C'est ça? C'est ça, tout à fait. En dessous, alors pour ce qui est des revenus fonciers, donc on loue un appartement ou un bien, en général en nu, on est affecté aux revenus fonciers. Si vous faites en dessous de 15 000 euros de revenus hors charge, de loyer hors charge par an de revenus, vous pouvez bénéficier du régime micro-foncier. Et par contre, au-dessus, vous êtes obligé de passer au foncier réel. Sachant qu'en dessous de 15 000 euros, vous pouvez aussi bénéficier du régime foncier réel si jamais vous le choisissez sur option. Mais si vous ne choisissez pas, vous êtes par défaut au micro-foncier. Et sinon, par rapport au BIC, la limite est à 72 500 euros par an. Donc, en dessous des 72 500 euros par an, vous pouvez bénéficier du micro-BIC. Au-dessus, par contre, vous êtes obligé de passer au BIC réel. BIC réel, du coup, qu'on appelle souvent aussi LMP, LMNP. Dans le langage courant, on parle assez peu de BIC réel. Tout le monde dit LMNP ou LMP, qui n'est pas réellement le nom du régime, mais voilà, par simplification, on appelle ça comme ça. Et typiquement, puisqu'on est encore dans le nom propre là, le choix entre les deux, là, il est drivé exclusivement par l'exploitation, si elle est en nu ou si elle est en meublé, en fait. C'est ça. Ouais, ok. Tout à fait, ouais. Il n'y a pas de question vraiment à se poser. Si on fait du meublé en nom propre, on va être en BIC, que ça soit réel ou au micro, au mic. Ouais. Et si on est en nu, ça sera du foncier. Pas de question à se poser là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, on peut choisir notre façon de louer pour optimiser fiscalement, parce que certains régimes peuvent être plus avantageux que d'autres.
Et on peut aussi avoir certains biens qui sont en nu et d'autres en meublé. Et donc, on peut mixer, on peut avoir certains de nos biens qui génèrent des revenus fonciers en micro-foncier ou en foncier réel, et d'autres biens qui génèrent un revenu en BIC, qui est des revenus meublés, en micro-BIC ou en BIC réel. Ouais, sachant que quand on parle avantage fiscal, de manière vraiment générale, encore une fois, on essaie de réduire un maximum l'assiette. Oui. Et que donc, dans le choix qui est le nôtre de pouvoir réduire l'assiette, que ce soit dans un ou l'autre, en nu ou en meublé, ça peut être soit par le biais des abattements, mais c'est en général comme c'est un truc par défaut, c'est rarement très avantageux, soit ça peut être par le fait en meublé, de gommer un maximum avec des charges déductibles, de gommer un maximum cette base-là, ou alors ça peut être aussi, j'entends pas mal parler dans tout ce qui est foncier, en fait, comme c'est dans la même case que les revenus également, si par exemple on a un Pinel à côté, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette petite astuce qui te permet de gommer les revenus. Enfin, le Pinel gomme des revenus, revenus du salaire, mais le Pinel il génère du revenu imposable. Et ce revenu imposable, tu peux aussi le gommer si tu es en nu, en micro-foncier. Donc, mais j'ai peut-être complètement complexifié la chose, donc je suis désolé. Mais, non, t'inquiète, voilà. C'est très bien. Ça marche. Et il y a des trucs, dans cette catégorie non propre, il y a des choses auxquelles qui sont particulièrement adaptées en fonction le statut d'une personne ou d'autre. Alors, généralement, la plupart des investisseurs qui sont peu formés vont partir sur la façon la plus simple de déclarer les revenus, qui est le foncier réel. Parce que le foncier réel, c'est au niveau administratif, c'est assez peu chargé. Surtout si vous faites, par exemple, le micro-foncier, vous prenez votre feuille de déclaration de salaire classique, vous remplissez une ligne, voire 2 lignes, et ça y est, vous avez déclaré. C'est le plus simple, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps. Malheureusement, c'est en général parmi les moins avantageux. Alors, c'est pas applicable à tout le monde. Après, il faut faire les calculs. Il y a des Excel pour ça, il y a des logiciels pour ça. Mais au global, on voit que il y a assez peu d'optimisation possible par rapport à ça. Effectivement, si on veut aller optimiser un peu plus et être beaucoup moins imposé, voire parfois pas du tout imposé pendant quelques années, il vaut mieux partir sur des régimes au réel. Et l'avantage en fait du régime au BIC réel par rapport au foncier réel, parce que les deux permettent de déduire des charges au réel, c'est que le régime BIC réel permet de déduire beaucoup plus de choses que le régime foncier réel. Le régime foncier réel, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas déduire malheureusement, alors que le régime BIC réel, vous pourrez déduire beaucoup de choses. Toutes les dépenses que vous affectez à l'immobilier pourront être dépensées. Et en plus de ça, on va pouvoir amortir une partie du bien. C'est-à-dire que le prix de votre bien, vous allez l'amortir selon des composants. Et donc, en quelque sorte, votre bien devient une charge que vous allez pouvoir déduire chaque année pendant un certain temps. Donc, il y a différents composants qui s'amortissent sur des durées différentes. Mais chaque année, votre bien, le prix de votre bien vous fera payer moins d'impôts. Et donc, en général, on sait que le régime LMNP, donc le régime au BIC réel, même s'il est un peu plus loin en administratif, ça nécessite de faire un peu plus de démarches, c'est en général parmi les régimes les plus avantageux au niveau fiscal pour les investisseurs. Et donc, pour les investisseurs qui se lancent dans l'immobilier, qui n'ont pas encore un parc très important, on leur conseille, lorsqu'ils font du nom propre, de se lancer dans le BIC réel en LMNP. Par la suite, effectivement, quand on a des volumes d'immobilier un peu plus importants, des niveaux de revenus liés à l'immobilier un peu plus importants, on risque de passer en LMP, qui est encore une partie du BIC réel, mais en fait, on saute de tranche dans le BIC réel. Dans le BIC réel, vous avez le LMNP et le LMP, et quand vous dépassez soit 23 000 euros, quand vous dépassez 23 000 euros et un revenu des loyers qui est supérieur à vos revenus nets imposables d'activité, donc par exemple vos revenus salariés ou autres, à ce moment-là, vous passez en LMP, donc vous n'êtes plus en LMNP, et là, ça induit encore d'autres conséquences, notamment le règlement de cotisation sociale à hauteur de 35% en plus de votre tranche marginale d'imposition. Donc, on passe sur une imposition qui est plus importante et le LMNP, donc le BIC réel qu'on présentait, peut être beaucoup moins avantageux. Et c'est là où beaucoup de personnes après se tournent vers les régimes en société qu'on va présenter après. Et justement, on peut faire un petit focus sur le passage au LMP qui est souvent un point très discuté et un point d'intérêt important pour les auditeurs. Tu disais qu'il y avait des conséquences donc du passage de LMNP ou LMP. C'est ça. Est-ce qu'on peut peut-être les décrire et voir quel est leur impact réel pour voir si
réellement, parce que ça, on a discussion d'ailleurs avec mon acolyte là-dessus, qui dit qu'en gros, quand on a des revenus, quand on a des revenus locatifs qui commencent à dépasser ces fameux seuils et on risque de passer en LMP, lui, sa position, c'est très clair, c'est on arbitre, on repasse en dessous. Et moi, je suis un petit peu plus pondéré. Et du coup, je pense qu'il y a des points de vue divergents là-dessus. Tu peux nous expliquer peut-être l'impact réel que ça fait et à quel point on est bloqué ou pas quand on... Bien sûr. Alors, pour les auditeurs qui sont un peu perdus, quand on parle de LMNP, LMP, on est dans tout ce qui est le nom propre, donc on n'est pas passé en société. On est dans une location qui est en meublé et on n'a pas choisi le régime micro, BIC, on est en BIC réel. Donc, on déclare nos charges au réel. Et dans le régime BIC réel, on a une barrière en fait entre le LMNP et LMP. Si vos revenus générés par la location, là on parle en charges comprises, si vos loyers, charges comprises, lorsque vous faites la somme de vos loyers, est à la fois supérieur à 23 000 euros et supérieur à votre revenu net imposable d'activité, par exemple supérieur à vos revenus salariés, à ce moment-là, vous passez dans un régime spécifique LMP. En LMNP, globalement, quand vous allez prendre vos revenus locatifs, vous allez déduire toutes les charges, tous les amortissements, vous allez imposer votre base imposable à hauteur de 17,2% de prélèvements sociaux, plus votre tranche marginale d'imposition. Donc, si vous êtes à 30% par exemple de tranche marginale d'imposition, ça vous fait passer à une imposition de 30 plus 17,2, ça fait 47,2. À partir du moment où vous passez en LMP, donc vous dépassez les barrières qu'on a décrites, à ce moment-là, vous avez d'autres conséquences. Et l'une des conséquences, c'est d'être redevable de cotisations sociales environ à 35%, en plus de votre tranche marginale d'imposition. Et donc là, si vous étiez à 30%, par exemple, en tranche marginale d'imposition, vous passez du coup sur une imposition à 65% peut-être, par exemple, de votre base d'imposition. Donc toujours après avoir déduit les charges, les amortissements, si jamais il reste quelque chose, si vous n'avez pas réussi à annuler complètement votre base d'imposition en ayant beaucoup de charges, d'amortissements, vous allez être imposé un peu plus. L'autre inconvénient, c'est que à la revente, on va passer d'une plus-value des particuliers à une plus-value des professionnels. La plus-value des particuliers, c'est celle quand vous revendez un bien qui a été loué en nu ou alors qui a été loué en meublé mais en LMNP. Vous allez bénéficier d'abattement par durée de détention, donc ça c'est assez avantageux. Et lorsque vous allez revendre votre bien, par rapport à la plus-value sera calculée en faisant une soustraction entre le prix de vente, qui jamais il est plus élevé que le prix d'achat, et le prix d'achat, en fait. Et globalement, ce gap-là, cette différence-là, va être imposée. En plus-value des professionnels, tous les amortissements que vous avez appliqués lors de la durée de détention de votre bien vont être repris, et en fait, ça va encore gonfler encore plus le prix de vente, et donc vous allez payer beaucoup plus d'impôts sur la plus-value lors de la revente de votre bien, et ça peut être un petit peu désavantageux. Il y a aussi, j'ai entendu parler d'exonération sur la LMP. Ouais. Au bout d'un certain nombre d'années de détention du bien, j'ai l'impression que ça compense pas complètement ce gap, enfin cette différence de traitement entre LMNP et LMP à la revente. Mais ça améliore légèrement les choses, c'est ça, non? Comment tu vois ça? Le LMNP à la revente est beaucoup plus avantageux déjà parce que oui, il y a les années de détention qui fait qu'on paye moins d'impôts. Et en plus de ça, c'est pas gonflé. Alors qu'en fait, on va dire qu'en LMNP, c'est un système qui prend tous les avantages d'une entreprise, en fait, et de ce qu'on détient en particulier, alors que tout ce qui est en LMP est un petit peu moins avantageux parce qu'on revend, en fait, un petit peu comme une entreprise. C'est-à-dire que en LMNP, il y a quelque chose qui est un petit peu magique, c'est que on amortit le bien. En fait, chaque année, on va amortir le bien. Si vous achetez un bien à 100 000 euros, par exemple, chaque année, on amortit à peu près 1/30 du bien. C'est-à-dire que chaque année, vous allez retirer 3 000 euros de vos revenus locatifs et vous allez dire aux impôts, par exemple, cette année, au lieu d'avoir gagné 6 000 euros de revenus locatifs, j'ai gagné que 3 000 euros de revenus locatifs parce que mon bien a perdu 3 000 euros de valeur, en fait. Ces 3 000 euros, en fait, sont complètement fictifs parce qu'on sait qu'à la revente, votre bien ne perd pas 1/30 de sa valeur chaque année. Au bout de 30 ans, votre bien ne vaut pas plus rien, en fait. Or, à la revente, cet amortissement que vous avez appliqué et qui a permis de baisser votre imposition n'est pas repris en LMNP. Vous le vendez, si après, à la fin de l'année, au bout de 30 ans, vous le revendez à 100 000 euros, l'État acceptera que vous le revendiez à 100 000 euros. Par contre, en LMP, vous
pouvez tout à fait, en cours de détention, pareil, déduire chaque année 1/30 du bien pour payer moins d'impôts. Par contre, à la revente, l'État va dire, votre bien, je pensais que chaque année, il perdait 3 000 euros. En réalité, c'est pas vrai. Et donc, à la fin, si jamais effectivement, votre bien a pris de la valeur, vous allez, en plus de ça, rajouter tous les amortissements que vous aviez pris et que l'État, en fait, vous redemande à la fin. Donc, vous payez moins d'impôts, pareil qu'en LMNP, pendant la durée de détention et pendant la location. Par contre, à la revente, vous êtes beaucoup plus imposé. Ouais, il y a un décalage là entre ce qu'on considère un amortissement pour la charge d'exploitation d'un côté et ce qu'on considère comme valeur nette comptable, enfin comme amortissement quand on vend le bien, ouais, effectivement. Alors qu'en LMNP, c'est finalement beaucoup plus, comment dire, hein, c'est plus compréhensible, quoi. On le fait d'un côté, on le fait de l'autre, mais pas en LMNP. Mais j'avais lu qu'en LMP, il y avait quand même, quand tu détiens bien longtemps, des allègements qui sont faits sur cette plus-value, justement, cette taxation à la plus-value. Ouais, tu peux avoir effectivement des allègements. Je vais te dire exactement les montants des allègements. Quand tu détiens le bien en LMP, alors, en fait, tu as deux plus-values. Tu as une plus-value qui est dite long terme et une plus-value qui est dite court terme, en fait. La plus-value qui est long terme, elle est définie entre la différence entre le prix de vente du bien et celle de l'acquisition du bien. C'est la plus-value qui est classique. Et après, tu as une plus-value court terme qui est la plus-value sur les amortissements que tu as pratiqués. Donc, tous les amortissements que vous avez appliqués, que je vous ai écrit auparavant sur la détention du bien, 1/30 du bien chaque année, par exemple. C'est une moyenne, mais c'est pas du tout ça parce qu'il y a différents composants, mais en moyenne, vos calculs, c'est à peu près ça, vont être repris à la fin et chacune va bénéficier d'une exonération qui est un petit peu différente. La plus-value long terme, on a la part, en fait, d'impôt sur le revenu qui bénéficie d'un abattement de 10% par an à partir de la 5e année de détention. Ce qui veut dire que au bout de 15 ans, vous n'avez plus à partir cette partie-là pour ce qui est des impôts sur le revenu. On a un deuxième impôt sur cette plus-value long terme qui est les prélèvements sociaux. Donc, il y a 17,2%, parce que les impôts de revenus, ça représente 12,8%, ce qui fait au total 30% d'imposition sur la plus-value long terme. Et les 17,2% de prélèvements sociaux, par contre, eux, quelle que soit la durée de détention, vous allez les payer, en fait. Donc, il y a différentes sous-catégories d'imposition de la plus-value long terme, de la plus-value. Il y a une partie de plus-value long terme, une partie de court terme. Et concernant la plus-value long terme, il y a une partie de la plus-value long terme, donc la partie impôt sur le revenu. À partir de la 5e année de détention, vous allez payer un petit peu moins. Et à partir de 15 ans, vous ne payerez plus du tout cette partie de l'imposition sur la plus-value long terme. Dans un court instant, on verra pourquoi choisir d'investir en société, pourquoi la SCI à l'IS est un régime intéressant et quelles sont les plus grosses incompréhensions des investisseurs locatifs en matière de fiscalité. À tout de suite. Voilà, c'est ça. Et alors, ça, si je ne me trompe pas, dans les faits, en réalité, pour un bien, par exemple, qu'on détient, allez, on va dire au-dessus de 5 ans, 6 ans, ouais. L'allègement qui est fait dans le régime LMP, en termes de taux, par rapport à ce que tu viens de dire, là, les allègements sur le taux, mais qui est appliqué à une base imposable qui est beaucoup plus grosse que ce que tu aurais fait en LMNP, puisqu'on est en professionnel. On est d'accord qu'il ne compense pas complètement l'avantage, justement, d'une base imposable plus faible en LMNP. C'est-à-dire, en d'autres termes, même s'il y a cet abattement au bout de 5 ans de détention en LMNP, en LMP, ça reste plus avantageux dans tous les cas de vendre un bien qui est en LMNP plutôt que de vendre un bien qui est... Je pense, alors après il faut faire les calculs au cas par cas, mais je pense que c'est généralement majoritairement plus intéressant effectivement à LMNP, oui. Parce que la puissance de l'amortissement quand qui fait grossir la base imposable qui passe en LMP, il est tel que même les petits abattements sur le taux, ils sont pas suffisants. Enfin, à mon sens, c'est comme ça. Mais c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Surtout qu'il y a aussi des abattements en fait dans tout ce qu'on en LMNP pour les durées de détention, qui eux s'appliquent à partir de la 6e année. Mais on a aussi des abattements sur tout ce qui est les reventes en particulier, en plus-value des particuliers. Et donc, le LMNP bénéficie aussi d'abattements par durée de détention. Il ne faut pas attendre 15 ans pour ne plus payer d'impôts. Là, il faut attendre entre 22
et 30 ans, en fait, en fonction de si on parle sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les prélèvements sociaux. Mais il y a aussi des durées d'abattement qui sont un peu différentes pour la plus-value des particuliers. Donc les deux bénéficient d'abattements qui sont un peu différents. Ça marche. Bon, ce qui donne quand même des arguments du coup à mon acolyte. Sur ce côté-là. Dans les faits aussi, quand on approche à ça, est-ce qu'il y a un moyen, il y a certains investisseurs qui pensent contourner ça en passant du BIC réel au micro-BIC en cours de route pour ne pas avoir à subir ce genre de désagréments. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable pour toi ou... Alors malheureusement non, parce que en fait effectivement on parle souvent de LMNP et de LMP plutôt dans tout ce qui est les régimes au BIC réel, mais en fait ces régimes s'appliquent aussi en micro BIC et du coup effectivement si on revend, si on est en micro BIC mais qu'on passe en LMP, donc dans des il faut quand même avoir des critères de revenus un peu particuliers. À ce moment-là, effectivement, on est toujours soumis à la plus-value des professionnels. Et donc, l'option de passage en micro-BIC n'est pas forcément une option quand on parle de plus-value à la revente. Par contre, ça peut être une option, par exemple, pour des personnes qui ont fait beaucoup de travaux, qui, par exemple, ont fait beaucoup de travaux et qui ont, au début, les premières années de leur location, ont beaucoup de charges et d'amortissements à appliquer et qui se retrouvent au bout d'un certain nombre d'années de détention avec beaucoup moins de charges et d'amortissements. Parfois, les 50% d'abattement peuvent être supérieurs à leurs charges et amortissements restants. Et donc, à ce moment-là, ça vaut le coup de passer en micro-BIC si jamais nos charges, au final, deviennent plus faibles avec le temps. Parce qu'au début, en général, on a beaucoup de charges les premières années parce qu'on peut déduire notamment tous les travaux qu'on fait, que ce soit en charge et en amortissement, et on peut aussi déduire les frais de notaire à l'acquisition. Donc en début d'acquisition, on a beaucoup de choses à déduire, on est parfois en négatif, mais au bout d'un certain nombre d'années, si on a moins de choses à déduire, on peut passer en micro BIC et ça peut parfois être plus intéressant. Ça n'aura pas d'impact par contre sur la plus-value. Ça n'aura pas d'impact sur la plus-value, ouais. Tant que ça sonne pas bien, d'accord. Donc ça c'est pas, c'est une fausse bonne idée, quoi, en tout cas, de devoir faire ça juste pour cette idée-là, quoi. Ok. Je pense que sur la partie non propre, ça donne une idée, ce qui est la grande majorité, je pense, des cas des gens qui nous écoutent de manière générale. Mais après, il y a la partie société. À moins que tu aies d'autres peut-être commentaires sur la partie non propre, des choses qu'on a pas particulièrement. Effectivement, le LMNP, c'est une très bonne solution, donc le BIC réel. D'aller jusqu'aux limites du LMNP, c'est génial. Et après, éventuellement, c'est là aux limites du LMNP qu'il y a une réflexion dans la tête de l'investisseur entre est-ce que je passe au LMP ou est-ce que je choisis d'autres stratégies qui peuvent être éventuellement, par exemple, le montage de société. Comme ça fait une belle transition. Effectivement, à ce niveau-là, une fois qu'on atteint les limites du LMNP, on a un peu plus d'expérience. On peut éventuellement s'associer avec d'autres personnes et ça peut être sympa à ce moment-là de créer des sociétés. Et qu'est-ce qu'on a en main du coup quand on s'approche par ça? Quand on crée une société, alors, on a plusieurs types de sociétés différentes. On a la SCI, ce qui représente la grande majorité des sociétés en immobilier. Après, on a aussi la SAS et on a la SARL. C'est trois types de sociétés différentes. Et en général, dans la plupart des sociétés, on distingue deux régimes différents. On a soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Donc, on a SCI à l'IR ou à l'IS. SAS, en général, c'est à l'IS uniquement qu'on applique ça, en tout cas en immobilier. Et en SARL, on a impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Globalement, une société, le but principal d'une société, c'est d'investir à plusieurs investisseurs immobiliers. Donc, si vous êtes tout seul, ça sera compliqué. On ne peut pas créer une SCI à moins de faire des montages un petit peu compliqués. Mais sinon, théoriquement, une société, ça se crée en immobilier à plusieurs. Donc, il faut déjà avoir une volonté d'investir à plusieurs. Ça peut être compliqué si on n'a pas cette volonté, parce que du coup, on peut essayer de trouver parfois son père, sa mère qui prend un très faible pourcentage, ou un frère ou quelque chose comme ça, ou une femme. Mais le but principal, c'est déjà d'investir à plusieurs. Et ensuite de ça, après avoir choisi d'investir à plusieurs, on peut réfléchir à optimiser la fiscalité en choisissant soit un régime à l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. À chaque fois, l'impôt sur le revenu, c'est une imposition qu'on appelle transparente parce que du coup, les détenteurs de la société sont imposés directement sur le revenu personnel comme s'ils détenaient le bien en nom propre. Donc, votre bien est détenu par une société, mais les revenus qui sont générés par la société sont imposés sur vos revenus à vous
en nom propre, comme s'il n'y avait pas de société. C'est le cas pour la SCI et c'est le cas pour la SARL. La SCI permet de faire de l'imposition à l'impôt sur le revenu pour tout ce qui est de la location nue. Et donc, ça créera des revenus fonciers, si vous choisissez l'imposition sur le revenu, en microfoncier ou en foncier réel. On a exactement la même chose avec la SARL, à condition que ce soit des SARL familiales. Sinon, vous êtes limité en nombre d'années, vous pouvez faire ça que pendant 5 ans. Mais si vous avez une SARL familiale, vous pouvez de façon indéterminée faire la même chose, faire une imposition sur le revenu, qui cette fois-ci portera sur des revenus meublés. Donc, c'est l'équivalent de la SCI où on parlait de revenus nus, mais là, c'est pour le meublé. Et donc, effectivement, comme on est sur des revenus meublés qui sont imposés sur vos revenus à vous, ça générera des revenus en BIC qui seront imposables en BIC réel avec vos revenus LMNP dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, effectivement, vous pouvez pratiquer du LMNP, du LMP en BIC réel en détenant vos biens dans une société si vous détenez une société en SARL, une SARL familiale et que vous choisissez l'option pour l'imposition sur le réel. Donc ça, on parle d'imposition sur le réel. Et après, on a un autre type d'imposition qui est commun à ces 3 sociétés-là, SCI, SAS, SARL, et qui est la même imposition en fait pour toutes les sociétés. Et ça, c'est pas limité à l'immobilier, mais c'est vraiment pour toutes les sociétés en général. C'est l'imposition à l'impôt sur les sociétés avec 2 niveaux d'imposition. En fait, on a une première imposition qui est un taux d'imposition sur les sociétés de 15% jusqu'à 42 500 euros. Puis au-delà de ce seuil-là, on passe à un impôt sur les sociétés à 25%. C'est un taux qui autrefois était plus haut à 30% et qui au fur et à mesure a été baissé par Macron. Et là, il me semble qu'on est à 25%. Donc, une imposition entre 15 et 25% à l'impôt sur les sociétés. Si vous choisissez l'impôt sur les sociétés, cette imposition peut sembler très avantageuse parce qu'effectivement, entre 15 et 25%, on peut se dire que c'est pas beaucoup. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, après avoir été imposé, l'argent reste dans votre société. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet argent, vous pouvez le réinvestir, etc. Si après vous souhaitez extraire cet argent, donc le passer de votre société à vous, il va falloir payer un autre impôt, une deuxième imposition, qui est l'impôt sur les dividendes. Et cet impôt sur les dividendes, il est en moyenne de 30%. Il y a des options, si vous avez des tranches marginales d'imposition très basses, pour choisir un barème sur l'impôt sur le revenu, qui est quelque chose d'un peu différent. Mais globalement, vous pouvez compter à peu près 30% d'impôt sur les dividendes. Donc voilà, si vous passez en société et que vous choisissez l'impôt sur les sociétés, donc l'imposition qui n'est pas transparente, vous êtes imposé une première fois à l'impôt sur les sociétés, entre 15 et 25%. Et après, si vous souhaitez passer l'argent de votre société sur vos comptes personnels, une deuxième fois à l'impôt sur les dividendes à hauteur de 30%. C'est clair. Avant tout ça, quand même, la considération de la société entre SCI, SARL ou SAS, comment est-ce qu'elle doit se faire? Tu citais notamment la nécessité dans certains cas d'être à plusieurs. Ouais. Il y a d'autres considérations. Pourquoi choisir par exemple une SAS ou une SCI? J'ai l'impression que c'est ce qui est lié à l'immobilier. Ça semble assez cohérent de faire ça, de l'immobilier avec une SCI. Mais dans quel cas on va tous se pencher sur SAS ou SARL? En général, il y a quand même assez peu de cas dans lesquels vous allez le faire. Si vous vous rapprochez éventuellement d'avocats fiscalistes, eux pourront voir éventuellement certains bénéfices si vous avez des situations assez complexes. Mais sinon, dans la plupart des cas, ça va être des SCI. L'inconvénient de la SARL que j'ai pas cité par rapport au LMNP, c'est-à-dire que si vous détenez un bien en nom propre et que vous faites de location meublée, que vous choisissez de faire louer en LMNP, vous allez avoir une imposition de votre base d'imposition à hauteur de votre tranche marginale d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux. Si vous le faites au travers d'une SARL, la personne qui aura la malchance, entre guillemets, d'être gérant associé majoritaire sera soumise à des cotisations sociales SSI comme le LMP, en fait, à hauteur de 35%. Et donc, ça sera comme si vous faites du LMP plutôt que du LMNP. Donc, ça peut être un petit peu moins avantageux si vous faites ça dans le cadre d'une SARL. Pour les personnes qui font ce type de choses, donc SCI, SAS et SARL, surtout pour se mettre ensemble. Et ensuite, on a une autre utilité qui est celle de la transmission à la descendance, parce qu'on peut aussi optimiser fiscalement sa transmission. Et il se trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire au travers de sociétés plutôt qu'en nom propre. Donc, hors ces considérations fiscales, on peut pencher pour la SAS ou
ou la SARL pour des considérations de transmission également, comme tu disais, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça, ouais. Par rapport aux noms propres, en tout cas. Ouais. Ouais. Et tout à l'heure, tu mentionnais la transparence fiscale de la SARL, donc impôt sur le revenu. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un des seuls cas où tu peux avoir du LMNP avec ton imposition sur une base imposable qui est dans la même case que ton impôt sur le revenu, finalement. Donc, comment ça se passe si c'est le cas? Comment ça se passe si tu défalques des revenus locatifs, toutes tes charges? En fait, tu défalques des revenus locatifs et de tes revenus d'activité, toutes les charges liées à l'exploitation de ton locatif? Alors, en fait, on va dire que si tu as des biens en nom propre qui sont loués en meublé, donc qui vont être imposés en LMNP ou BIC réel, et que tu as une SARL familiale qui est en imposition sur le revenu avec une imposition transparente, les revenus générés par tes biens en société vont s'ajouter en fait à tes revenus détenus en perso, et tout va être imposé dans la même imposition en BIC réel LMNP en fait. Donc à ce moment-là, c'est le global de ce qui est en perso et des revenus que tu ajoutes en plus de la société qui va être considéré notamment pour le passage entre LMNP et LMP. Et donc, il peut y avoir plusieurs associés dans la SARL. Certains peuvent être imposés en LMNP parce qu'ils n'ont pas encore dépassé leur barrière. D'autres peuvent être imposés en LMP. Et en fait, tu ajoutes ça à tes revenus perso, les revenus qui sont générés par les biens de la société. Ouais. Dans la catégorie BIC réel, du coup. Mais si tu as beaucoup de charges ou d'amortissement, ouais. Tu peux gommer plus que tes revenus locatifs, c'est-à-dire gommer tes revenus locatifs et un peu de tes revenus autres revenus. Ou ça. Alors, si tu es en LMP, alors là on parle que ce soit en société ou pas en société, pas au travers des revenus générés par une SARL à l'imposition sur le revenu ou alors en nom propre. Si tu passes en LMP, l'un des avantages du LMP, effectivement, c'est de pouvoir impacter tes revenus personnels si jamais tu crées du déficit, alors qu'en LMNP, tu ne peux pas, effectivement. D'accord, donc c'est vraiment le seul, parce que en nom propre, on est d'accord que ça va gommer que tes revenus locatifs, c'est pas mêlé avec tes revenus globaux. Donc ça permet d'isoler, d'encapsuler en tout cas ce qui est charge locative avec ce qui est revenu locatif, et annuler et faire que ton exploitation, elle te coûte rien pendant quelques années parce que C'est ça. En LMNP, tu peux avoir une réserve en fait d'amortissement et de charges, et du coup cette réserve peut être continuée à être utilisée pendant les années suivantes, et donc comme ça pendant plusieurs années tu peux ne rien payer parce que la première année effectivement tu avais des déficits tu avais plus de charges d'amortissement que ce que tu pouvais appliquer cette année-là, effectivement, ouais. En LMP, par contre, tu peux, que ce soit en société ou en nom propre, tu peux impacter tes revenus globaux avec des déficits, comme en foncier réel. Donc tu peux manger aussi gommer aussi tes revenus d'activité. Ouais, t'es pas obligé d'avoir une société, tu peux avoir un bien en nom propre, faire du LMP, et si tu as des déficits suffisants, tu peux les impacter sur tes revenus réels. Ah d'accord, ok, donc c'est pas sur tes revenus salariés ou autre. Ouais, c'est pas une spécificité de la SARL, ouais. Ok, c'est cool. Pourquoi choisir, quand on fait du meublé, justement de la SCI LIS, par exemple, plutôt qui est beaucoup cité comme étant un des véhicules principaux quand tu fais du meublé, pourquoi ça plutôt qu'une SARL familiale, ou l'inverse? Pourquoi une SARL familiale plutôt qu'une SCI LIS? C'est simplement un calcul au niveau de l'imposition, et je dirais que c'est deux stratégies un petit peu différentes. La SARL familiale, donc on tombe sur l'imposition pareil que sur des TNL biens en nom propre ou en LMNP, on va dire que c'est exactement la même chose, à part que le gérant majoritaire, lui, va un peu similaire à LMP puisqu'il paye 35% de cotisation sociale. Mais sinon, l'imposition est assez lourde et elle est obligatoire en fait. C'est-à-dire qu'on sait que chaque année, tu dois payer ça d'imposition. La SCI LIS, elle, permet de faire plus de choses au sens où si jamais tu choisis de ne pas te verser les dividendes, tu n'es imposé que entre 15 et 25%, ce qui n'est pas beaucoup, et ce qui te permet, si cet argent, tu le laisses dans la société, d'utiliser cet argent-là sans qu'il soit
beaucoup imposé en fait. Effectivement, si ton but avec une SCI, c'est de retirer tout l'argent généré par la SCI, tu vas être beaucoup imposé, parfois plus que avec une SARL familiale ou alors qu'avec du LMNP. Si par contre, tu choisis juste dans tes revenus générés par la SCI à l'IS de les imposer avec l'imposition obligatoire à l'impôt sur les sociétés entre 15 et 25%, mais que tu ne retires pas les dividendes, tu n'as pas la deuxième imposition à 30%, et que juste après la première imposition, tu laisses l'argent de la société et que tu le réinvestis, que tu fais des travaux ou d'autres choses avec, tu seras au final assez peu imposé, mais c'est la société qui va s'enrichir plutôt que toi, en fait. Parce qu'il y a bien un jour où il faudra retirer cet argent de la société, et à ce moment-là, effectivement, tu payeras. Mais c'est une stratégie où les personnes se disent, j'ai pas besoin d'argent immédiatement. L'argent qui est généré par la société, c'est pas moi, je vais pas en vivre immédiatement. Donc cet argent-là généré par la société, je vais le laisser dans la société. Je vais faire gonfler la société au maximum. Et puis un jour, à ce moment-là, plus tard, quand j'aurai besoin, à ce moment-là, je sortirai l'argent de la société qui sera très imposé. Mais en attendant, je peux faire des choses plus grosses, plus rapidement parce que je suis moins imposé tant que je retire pas mon argent de la société. La fameuse boule de neige, on l'a fait comme ça, hein, principalement hein, C'est ça. C'est ça. sur du patrimoine, pas du cash flow, effectivement. Intéressant. Tu parlais de transmission tout à l'heure et je me demande, enfin, tu parlais de transmission et des avantages, notamment de la SRL familiale pour ça. Et je me demande si y a un avantage ou si c'est la même chose entre ça et la SCI à l'IS, d'un point de vue transmission, quoi. Transmission, alors ça, il faudrait se rapprocher de notaires, d'avocats fiscalistes. Moi, j'en vois pas particulièrement parce que le principal intérêt que je vois, c'est le fait, étant donné que c'est des sociétés, de pouvoir transmettre des parts en fait de sociétés. C'est-à-dire que si vous avez un bien, on va dire quelque chose d'extrême, mais si vous avez un bien à 1 million et vous souhaitez le transmettre, que vous le détenez en nom propre, vous êtes obligé de le transmettre en un seul morceau en fait. Ce qui n'est pas évident parce que du coup 1 million imposé d'un coup c'est beaucoup, alors que si vous détenez un bien qui est en société avec par exemple un bien qui est 1 million et avec 1000 parts de 1000 euros, vous allez pouvoir le transmettre au fur et à mesure et bénéficier ainsi des meilleurs régimes d'imposition au niveau de la transmission, parce qu'il y a des régimes entre parents et enfants. Alors ça, je pourrais pas les décrire, là, j'ai pas forcément en tête, mais il me semble qu'une fois tous les 15 ans, ou tous les 10 ans, tu peux transmettre une certaine somme. Et donc, ça permet de transmettre plus progressivement son bien par petits morceaux, en fait, sans être imposé d'un seul coup. Donc, le 1 million peut être transféré en plusieurs fois, et du coup, ça peut être plus avantageux. Yes, plus de flexibilité de ce point de vue-là que, effectivement, c'est en nom propre, indivision. Là, tu te mets dans la parade. Il y avait un truc que tu avais mentionné dans ton livre, notamment sur la vente prématurée d'un bien, enfin la vente d'un bien qui a encore du déficit foncier. C'est ça. Pourquoi ça peut reculer, ça peut refroidir les investisseurs en se disant ouais, ce bien-là, il a encore du déficit foncier, j'ai pas envie de le vendre. Et toi, tu as un point de vue justement un peu différent. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ça. Tu veux dire? Alors, en fait, on a une règle administrative qui dit que lorsque vous détenez un bien qui a été loué en nu, donc qui génère des revenus fonciers, et que vous n'avez pas choisi l'option micro-foncier, mais que vous êtes en foncier réel, donc vous enlevez vos charges au réel, si vous créez un déficit foncier, c'est-à-dire que si jamais vous avez acheté un bien et que les charges que vous appliquez sont supérieures aux revenus générés et que ça crée un déficit, ce déficit, vous pouvez l'impacter sur votre revenu général, par exemple les revenus salariés, jusqu'à une hauteur de 10 700 euros. Et au-delà de ça, ça va s'impacter sur vos revenus fonciers. Typiquement, si j'achète un bien que je loue en nu qui génère, je sais pas, 10 000 euros de revenus locatifs en nu, mais que les premières années, j'ai fait énormément de travaux qui rentrent dans le cadre des travaux déductibles en revenus fonciers et que je crée un déficit de 50 000 euros, par exemple, eh bien, je vais pouvoir impacter 10 700 euros sur mes revenus généraux, sur mes revenus salariés, par exemple, mes revenus de dentiste. Et donc, je paierai moins d'impôts sur le revenu. Par contre, si jamais vous appliquez cette déduction de revenus fonciers, à ce moment-là, pendant les 3 prochaines années, vous ne pouvez plus vendre votre bien, théoriquement en tout cas, parce que si vous vendez votre bien, l'administration fiscale va reprendre cette déduction et va l'annuler en quelque sorte.
Alors, ça empêche beaucoup d'investisseurs de revendre les biens pendant les 3 années, sauf qu'au final, il peut y avoir des cas dans lesquels l'impact n'est pas si fort que ça, parce qu'il se trouve que les 10 700 € en question qui sont applicables et déductibles des revenus généraux sont applicables sur des revenus qui sont imposés à une hauteur de notre tranche marginale d'imposition. Donc, par exemple, moi, si j'étais dentiste salarié, je suis pas salarié, mais si j'étais salarié, par exemple, et que il y a une année où j'ai créé un certain montant de revenus et que on m'enlève 10 700 € de revenus, ces 10 700 € de revenus que je n'ai pas, qui ne sont pas imposés, sont imposés seulement à hauteur de notre tranche marginale d'imposition, alors que s'ils avaient été appliqués sur des revenus fonciers ou des revenus locatifs, ils auraient été beaucoup plus imposés. Ils auraient été imposés à la hauteur de notre tranche marginale d'imposition, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'administration fiscale vient effacer le déficit foncier sur nos revenus généraux, et à la place de ça, elle crée une réserve de charge, en fait, et cette réserve de charge s'applique sur les années suivantes dans lesquelles vous avez détenu votre bien, donc la première, la deuxième année, si jamais vous avez vendu la deuxième année. Et si jamais vos revenus locatifs ont été conséquents et que ces charges peuvent bien s'appliquer, effectivement, comme ça permet d'éviter des impôts à hauteur de notre tranche marginale d'imposition, plus 17,2%, ça peut être plus avantageux que de les appliquer sur nos revenus généraux. Et l'impact de la vente là-dedans, enfin du déficit quand il est vendu, c'est qu'est-ce qu'il devient du déficit quand tu vends le bien? Quand tu vends le bien, par contre, le déficit est perdu. Donc, effectivement, si tu vends la réserve de charges est perdue. Donc, effectivement, par contre, si il te restait des charges à appliquer et que tu vends ton bien, là, par contre, c'est un petit peu dommage. Il valait peut-être mieux garder quelques années ton bien pour profiter de l'application de ces charges et d'avoir des revenus locatifs non imposés, parce que quand tu viens ton bien, les charges disparaissent avec. C'est 3 ans d'ailleurs, donc c'est 3 ans pendant lesquels il ne faut pas vendre son bien, quoi, finalement. 3 ans pendant lesquels il ne faut pas vendre son bien, ou alors il faut être certain d'avoir généré assez de revenus locatifs pour que les 10 700 € que tu as pu déduire de tes revenus salariés, par exemple, puissent s'appliquer sur ces revenus locatifs qui ont été générés les années après l'année d'application de déficit foncier. D'accord, donc le moment de la vente, effectivement, sinon tu as un rattrapage à payer au fisc qui est réduit. C'est ça, qui n'est pas très agréable. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses, les plus grosses incompréhensions que tu as pu voir, ou même toi, peut-être, quand tu t'es plongé dans cette mission de vulgariser un peu quelque chose qui est assez sec, assez compliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, ou est-ce qu'il y a des choses que tu vois chez les gens qui sont systématiques, qui ne sont pas bien assimilées, bien compris, ou des fausses bonnes idées par rapport à tout ce qu'on vient de parler? C'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient soit plus du tout à jour sur Internet, etc., soit des informations qui avaient été mal comprises et où beaucoup de personnes, avec malheureusement beaucoup de bonne volonté, essayaient de transmettre des informations mais qui avaient été mal comprises par eux-mêmes, ou alors qu'eux-mêmes avaient appris d'autres personnes qui avaient mal compris. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont assez inexactes sur Internet et qui créent de la confusion. Des choses toutes simples, mais par exemple, simplement à la limite entre LMNP et LMP, savoir entre Alors, la limite des 23 000 € est relativement assez bien comprise par les gens. Par contre, la limite de tes propres revenus, du fait que si jamais tes revenus locatifs dépassent tes revenus nets imposables généraux, et tu passes en LMP. Ça, c'est quelque chose qui est assez mal compris par les gens. Je parle de revenus nets imposables parce qu'on a une petite différence entre nos revenus et nos revenus nets imposables. C'est que, par exemple, si tu es salarié, tu bénéficies d'un abattement de 10% en général sur tes revenus salariés. Et donc, c'est le revenu qui est abaissé de ces 10%-là qui sera choisi comme barrière pour comparer à tes revenus locatifs. Et en fait, dans la loi ou dans les textes officiels, ils formulent ça assez bizarrement en disant si les revenus locatifs représentent plus de la moitié de revenus globaux, alors à ce moment-là, nous passons à LMP. Mais dans les revenus globaux, ils prennent à la fois vos revenus salariés et les revenus locatifs. Et donc, effectivement, si on met les deux ensemble, ça dépasse plus de la moitié. C'est qu'au final, ça dépasse tes revenus salariés, etc. Et donc, les personnes ne savent jamais si c'est la moitié de leurs revenus qu'ils ne doivent pas dépasser ou si c'est la totalité de leurs revenus. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bonne réponse, c'est que si ça dépasse le montant de revenus salariés, tu dois payer l'impôt. Et donc, la bon
après abattement des 10%, si vous êtes salarié en tout cas, ou d'autres types de revenus, à ce moment-là, effectivement, vous passez en LMP. Donc ça, c'est l'un des écueils les plus fréquents. Et puis après, beaucoup de personnes qui maîtrisent pas forcément leur fiscalité et qui se lancent dans l'immobilier aussi sans savoir calculer leur cash flow. C'est quelque chose qui est très courant. C'est quelque chose qui m'est arrivé au début de pas connaître mon imposition, de me lancer dans l'immobilier en me disant bon voilà, j'ai un bien, il va me rapporter 900 euros de loyer par mois. Le crédit, lui, est à 1100 euros. Donc chaque mois, je vais sortir 200 euros de ma poche. Au final, non. On sort 200 euros de notre poche, mais après, il faut payer une partie d'impôt sur le revenu. Il faut payer les charges de copropriété, il faut payer les taxes foncières. Et ça, c'est un écueil qui est très fréquent des personnes qui calculent mal leur cash flow et qui pensent que leur bien est bien plus rentable qu'il ne l'est réellement et qui après peuvent se retrouver en difficulté et dégoûter de l'immobilier en se disant bah mince, il y a trop de choses à payer et j'avais pas prévu toutes ces choses-là, quoi. Complètement, complètement. Où est-ce que tu te documentes, où est-ce que tu pourrais conseiller de te documenter justement dans cette mer d'informations et de désinformations, enfin d'informations assez approximatives, parce que cette histoire de seuil là, LMP, LMNP, même mon comptable a pas compris. Enfin, il parle de 50% aussi. Donc, où est-ce que, comment toi tu t'y prends pour essayer de le coller au plus proche? C'est quoi? C'est le CGI vraiment, le Code général des impôts, la Bible? Pour moi, ouais, c'est ça. Le CGI, ouais, le site des impôts. Alors, ils ont des versions qui sont un peu moins denses que le CGI, qui sont un peu plus vulgarisées, mais toujours sur les sites officiels. Mais sinon, ouais, qu'on veut vraiment se pencher dessus, pour moi, c'est le CGI. Alors, en général, je découvre les choses au travers de personnes qui font des vidéos, des podcasts, des livres comme le mien, etc. Et alors, je pense que mon livre est relativement fiable. Il y a Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, qui l'avait bien relu, retravaillé, etc. avec moi. Mais sinon, globalement, ce que je dis même à l'intérieur de mon livre, c'est voilà, toutes les informations que vous apprenez dans l'immobilier, que ce soit à travers de moi, d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à vérifier dans les bulletins officiels, dans les lois. Et c'est là où vraiment vous allez pouvoir à la fois avoir l'information qui est exacte et à la fois avoir certaines informations qui ne vous sont pas révélées. Parce que parfois, quand on vous donne une règle, on ne donne pas tous les critères d'application de cette règle à l'intérieur des explications et on ne donne pas tous les cas particuliers. Et parfois, votre cas particulier fait que vous ne pouvez pas l'appliquer. Et donc, c'est important d'avoir toutes les informations. Ça demande pas mal de temps de les lire, mais ça reste intéressant de lire tout ça. Bien sûr, ouais, on rappelle qu'effectivement, il n'y a nul support de médias est fiable à 100%, surtout sur des sujets comme ça qui évoluent beaucoup. Par contre, ça donne, je trouve, une ouverture sur essayer de comprendre un mécanisme et le principe qui ensuite permet d'aller beaucoup plus vite, je trouve, dans l'information, parce qu'on a juste, entre guillemets, à aller creuser un peu plus sur un détail en particulier ou vérifier des sources, ce qui est différent que comprendre tout depuis zéro, quoi. Donc, oui, non, par contre, s'il y avait que ça, et partir de zéro, ce serait quasi impossible de comprendre en lisant juste les textes de loi. Donc, je pense effectivement, c'est bien d'avoir une structure et de savoir quoi approfondir, d'avoir déjà un squelette, une compréhension de la chose. Et une fois qu'on a compris le concept, qu'on sait comment ça marche, qu'on a une structure de ce qui existe, là, à ce moment-là, on peut rechercher et se dire, bah, tiens, j'ai vu que ça, c'était intéressant, que ça permettait de faire ça. Est-ce que ça s'applique dans mon cas et est-ce que vraiment je réponds à tous les critères d'application de ça, quoi. Quels sont les outils que tu pourrais partager avec nous, que tu trouves vraiment indispensables dans ta carrière d'investisseur aujourd'hui? Les outils, c'est, je dirais, tous les outils qui permettent de rencontrer d'autres investisseurs immobiliers et de rester au contact de la communauté d'investisseurs. Alors que ce soit physiquement au travers de rencontres, il y a des associations d'investisseurs immobiliers, il y a des séminaires, des conférences qui sont très intéressants pour rencontrer d'autres personnes qui partagent des astuces, des détails, des techniques et parfois des interrogations qu'on n'a jamais eues. Moi, j'ai eu des anecdotes extraordinaires de personnes qui me disaient « Ah bah tiens, j'utilise telle stratégie, telle technique pour faire de l'immobilier. Moi, j'ai trouvé telle application, tel site qui est génial pour faire ça. » Et ça répond à des problématiques parfois qu'on a eues nous-mêmes, ou alors parfois ça nous permet de réfléchir à des choses auxquelles on n'avait jamais réfléchi. Donc d'un point de vue physique, ça c'est important. Et après, d'un point de vue du virtuel, tout ce qui est les podcasts comme le tien, tout ce qui est les vidéos YouTube, etc., à la fois pour se maintenir à jour,
et à la fois pour se rappeler un petit peu des choses essentielles et pour garder un pied dedans. Parce que si on se maintient pas dedans, on peut vite fait oublier tout ça et puis avoir ni le bon mindset, ni les connaissances. Donc, ça reste intéressant de s'informer régulièrement. Ouais. Et sur ces pépites que tu as appris dans tes rencontres du cercle d'investisseurs, justement, que ce soit des livres ou des stratégies super gagnantes, tu peux nous en donner un peu? Il y en a plein. C'est là où, pour les premières fois, j'ai découvert la garantie Visa, alors que je ne la connaissais pas du tout. C'est là où j'ai découvert que les garanties loyers impayés pouvaient être payées par le locataire et pas par le propriétaire. Parce que moi, je pensais que c'était le propriétaire à l'origine, enfin le bailleur en tout cas, qui devait payer la garantie loyer impayé. Mais il y a des organismes qui permettent au locataire de s'assurer lui-même contre ses loyers impayés pour avoir un dossier qui est bien meilleur. Ça m'a appris certaines stratégies d'investisseurs qui sont des stratégies qui sont louables ou non, mais en tout cas pour, par exemple, acheter un bien moins cher, des stratégies complètement incroyables où, par exemple, certains créaient si par exemple il y avait un bien qui les intéressait fortement et que la personne était peu ouverte aux négociations, ils créaient des biens qui avaient une surface un peu similaire, mais avec des prix complètement cassés qui étaient dans le même quartier, et ils revenaient vers le propriétaire en disant, bah voilà, je vous ai fait une proposition, maintenant je vois qu'il y a 3 autres biens qui sont dans le même quartier ou dans la même rue que vous, qui sont même un peu plus grands et un peu plus beaux que le vôtre. Est-ce que vous êtes prêt à faire une concession sur le bien que vous me proposiez au début, ou est-ce que je me tourne vers les autres biens au final parce que j'hésite entre les deux ou entre les trois? Et à ce moment-là, c'est créer une fausse concurrence et c'est des choses extraordinaires. Alors ça, je ne l'ai jamais fait, mais c'est des choses où je me dis, voilà, le jour où on a une problématique, on a des personnes qui savent en face vous apporter des astuces, des expériences de vie qui sont juste géniales, quoi. Ça se fait encore ce truc-là? Tu penses qu'avec le niveau d'information, les gens tombent pour ce genre de truc? Ouais, après. J'ai des amis qui l'ont fait. Je pense que si on tombe sur des vrais investisseurs immobiliers qui connaissent bien leur marché, etc., ça ne marche pas forcément. Mais chez des personnes qui sont assez mal informées, qui ne sont pas dans notre domaine, apparemment, ça marche. Ouais. Ouais. Ok. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu borderline, effectivement, quand même. Mais oui, ça a le mérite de faire réfléchir, en tout cas. Sur les outils en gestion, parce que tu as cette lot aujourd'hui, tu disais que c'était un truc que tu maîtrisais bien. Il y a un outil particulier ou vraiment juste la bonne vieille feuille Excel? Alors, pour tout ce qui est du comptable, il y a un outil que j'adore qui est je déclare mon meublé. C'est génial à condition que vous maîtrisiez votre fiscalité, vous compreniez votre fiscalité, parce que je déclare mon meublé a une option où on remplit nous-mêmes en fait toutes les informations. Donc chaque mois on remplit les charges à déduire et donc on choisit nous-mêmes ce qu'on déduit en fait. Et après le comptable est là juste pour valider ce qu'on a rempli sur un site. Donc c'est un site où on remplit exactement au niveau tel mois j'ai eu ça de charge, ça comme ça, etc. Si vous comprenez votre fiscalité, ça va être beaucoup mieux parce que vous remplissez vous-même, vous n'avez pas à attendre derrière le retour de quelqu'un d'autre et vous gérez vos amortissements, vos charges, vos revenus comme vous le souhaitez. Il n'y a personne pour juger derrière ce que vous faites ou pour donner un avis contraire. Par contre, il faut comprendre ce que vous faites et sinon, ils ont aussi une formule payante où là, il y a un comptable qui vous accompagne derrière, mais qui a peut-être moins d'intérêt par rapport à d'autres comptables qui peuvent aussi bien faire le même travail, quoi. Mais tout ce qui est vraiment suivi, suivi entrée-sortie des locataires et puis même comptabilisation justement des loyers, ça c'est à toi de le faire en direct. Ouais, hein, ouais. Ça je le fais en direct. Ouais. Moi j'utilise des Excel et ça marche bien, ouais. Ouais, t'as pas de formule magique là-dessus. Ok, non bah c'est cool, bah écoute, on a fait un bon petit point sur qui tu es, ce que tu as proposé et puis surtout essayer de comprendre, j'espère le plus clair possible en tout cas, des notions qui peuvent sembler un peu éloignées ou un peu indigestes par les gens qui nous écoutent. Où est-ce que les gens peuvent où est-ce qu'on dirige les gens qui veulent te faire un peu plus ta connaissance, te rencontrer ou te parler? Alors j'ai un Instagram, c'est daniel.vu.imo. Et sinon, il y a mon livre qui est sur Amazon et qui est aussi commandable à la Fnac, chez Cultura et sur bien d'autres plateformes. Mais il vaut mieux le prendre sur Amazon parce que sur les autres plateformes, il met 2-3 semaines à arriver. Alors que chez Amazon, c'est quelques jours. Et je le mets régulièrement à jour. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une adresse email qui est contact@globalmediaagency.com. Mais sinon, sur Instagram, c'est très bien. En général, je réponds assez rapidement. On mettra tout ça aussi dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent noter. Et super, bah écoute, merci beaucoup Daniel pour ton temps.
Merci à toi, avec plaisir, avec grand plaisir. J'aurais sûrement grand plaisir de discuter encore sur l'autre aspect. Peut-être qu'on dévoilera un autre épisode sur les livres. Comme ça, tu pourras m'apprendre comment Avec grand plaisir. Un livre. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci Daniel, à très bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.